Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur IF Prof pour ce dernier webinaire de l'année. Vous êtes encore une fois très nombreuses et très nombreux à participer, donc on est vraiment très content de ça, de votre participation récurrente et de votre enthousiasme. Alors pour ce webinaire aujourd'hui, nous allons parler des biographies langagières et comment les valoriser, comment valoriser ces biographies langagières des apprenants, leur parcours d'apprentissage, les langues qu'ils pratiquent. Et pour nous parler de cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lali Vébé, qui est responsable des ressources pédagogiques à l'association Doulala, et donc qui est membre du projet européen qui porte ce projet qui s'appelle Vabiola. Voilà, le temps que tout le monde entre dans le webinaire, j'en profite pour rappeler quelques petites spécificités techniques. Il est bien enregistré. On mettra à votre disposition l'enregistrement probablement demain ou en début de semaine prochaine. À la fin du webinaire, vous allez recevoir une attestation de participation qui est générée automatiquement par la plateforme. Et enfin, comme d'habitude, nous consacrerons un petit temps à la fin de la présentation pour prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Vous avez un petit onglet questions et réponses en bas, ou sinon vous pouvez aussi utiliser le chat, mais c'est vrai que l'onglet questions et réponses, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, ben écoutez, je vous laisse donc avec Lali qui va vous présenter le projet Vabiola. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais pouvoir partager mon écran. Hop, je veux bien confirmation finale que vous Oui, voyez bien ce qui se passe. c'est en Super, train de charger, c'est bon. parfait. Et bien, effectivement, on vous remercie d'être venus aussi nombreux et nombreuses pour ce webinaire sur le projet Vabiola. Alors, Vabiola, c'est un acronyme pour valorisation des biographies langagières. Et c'est effectivement ce concept de biographie langagière qui est au cœur du projet. Et dans ce webinaire, on va vous parler donc du projet Vabiola, mais aussi principalement de la ressource, la production intellectuelle centrale de ce projet européen, qui est l'application Vabiola, une application pour valoriser les compétences langagières des apprenants. Alors, pendant cette présentation, ce que je vous propose, c'est de commencer par vous donner le contexte du projet, ses objectifs, comment il est né, par qui il est porté, et puis d'aller regarder un petit peu quelles sont les productions qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet, notamment un guide, mais aussi et surtout l'application Vabiola dont on va parler principalement. Et puis on verra aussi quelques ressources associées sur lesquelles vous pourrez aller regarder pour voilà, avoir la vision globale de ce projet Vabiola. Alors d'abord, ce projet, c'est un projet qui est soutenu par Erasmus+, donc un projet avant tout européen, mais qui toutefois peut complètement être utilisé en dehors de l'Europe. Ce que ça veut dire, c'est que il est développé avec des partenaires européens, mais que finalement toutes les productions qui sont réalisées dans le cadre de ce projet, elles peuvent être utilisées aussi bien en Europe que en dehors. Donc s'il y a des personnes parmi nous qui sont en dehors de l'Europe, voilà, ne vous sentez pas du tout bridés. Au contraire, ce sera très intéressant d'avoir aussi des usages en dehors de l'Union européenne. Alors, c'est un projet qui est piloté par la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'Académie de Lyon, de Grenoble et de Clermont-Ferrand en France. On a aussi un autre partenaire à Lyon, c'est l'INSPE de Lyon, donc l'institut qui forme, qui accompagne les enseignants. En plus de ça, on a des partenaires qui sont en Grèce, avec le département de langue et de littérature française de l'Université de Thessalonique, en Grèce. On a des partenaires également en Italie, avec l'assessorat de la vallée d'Aoste. On a un partenaire également qui est basé au Portugal, c'est l'Université d'Aveiro. On a également un partenaire qui est en Belgique, c'est la Haute École de Gand, donc la Artevelde Hogeschool de Gand. Donc on voit que voilà, c'est un projet qui est mené entre différents pays partenaires. Et puis le partenaire que je n'ai pas encore évoqué, c'est nous, l'association du Lala, donc où on est la petite flèche qui est basée à Paris. On est donc plusieurs partenaires au niveau de la France et d'autres qui sont à l'échelle de l'Europe. Alors, comme c'est moi-même qui anime les webinaires, je dis quand même quelques mots sur l'association du Lala que je représente. L'association du Lala, c'est une association qui va peut-être pouvoir vous intéresser puisque elle produit des ressources pédagogiques et informatives sur le plurilinguisme, des ressources qui sont plurilingues, qui vont permettre de mettre en place des activités d'éveil aux langues,
de valoriser les langues. Et donc, ça peut vous permettre de récolter des ressources qui seront complémentaires à celles qu'on va vous proposer dans le cadre du projet Vabiola. Vous voyez à l'écran des captures d'écran de notre page dulala.fr/ressources, où on va avoir aussi bien des ressources informatives à destination des parents, des professionnels, des affiches, des vidéos, des livrets d'accompagnement, mais aussi des ressources pédagogiques à destination des enfants et des adolescents, des albums jeunesse, des jeux, des ateliers philo qui vont pouvoir être utilisés avec les petits et les plus grands pour aborder des questions de diversité linguistique et culturelle. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder, piocher ce qui peut vous intéresser en complément des ressources du projet Vabiola que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui. Alors, ce projet Vabiola, comment il est né? D'abord, il est né en 2021 avec plusieurs enjeux. D'abord, des enjeux vraiment à l'échelle européenne. Le fait de pouvoir reconnaître les compétences multilingues des apprenants comme un atout, quelles que soient les langues, puisque aujourd'hui, on sait, on a certaines langues qui sont très valorisées et qui vont être très encouragées. Les enfants vont plus facilement pouvoir les conserver. Il y a d'autres langues qui vont au contraire être moins valorisées et qu'on va avoir peut-être plus de mal à conserver. Donc ici, on voulait imaginer un projet dans lequel on puisse valoriser toutes les langues, quelles qu'elles soient, et puis valoriser des langues qui sont acquises en contexte scolaire, mais aussi en contexte extrascolaire. Il y avait aussi un gros enjeu sur la question du numérique. Voilà, on était en 2021, maintenant on est en 2025. Il y a des ressources numériques qui existent, et il nous semblait vraiment important de pouvoir intégrer le numérique, le digital, à la question de l'enseignement des langues et de la valorisation des langues. En plus de ça, notre troisième enjeu, élément vraiment central du projet, c'était la volonté de pouvoir renforcer la coéducation en pouvant mobiliser les familles dans les apprentissages des élèves et puis rendre les élèves eux-mêmes acteurs de leur parcours d'apprentissage. Donc la capacité à s'auto-évaluer, à identifier les compétences qu'ils développent, à les développer aussi dans un contexte scolaire, mais également extrascolaire. Et donc c'est avec ces différents enjeux-là que le projet Vabiola a commencé à prendre forme, avec comme ambition beaucoup plus concrète celle de moderniser le portfolio européen des langues. Alors, le portfolio européen des langues, le PEL, vous le connaissez peut-être, c'est une ressource qui est apparue à la fin des années 90, qui était portée par le Conseil de l'Europe, une ressource qui visait justement à valoriser les langues des élèves, les langues acquises en contexte scolaire, mais aussi extrascolaire, où les élèves avaient la possibilité de les donner à voir, de les visibiliser, et puis d'auto-évaluer leur niveau de compétence. Donc c'était vraiment une ressource avec un fort potentiel didactique, mais qui finalement a été assez peu investie, ou en tout cas peu dans la durée. Et pourtant, il y avait quelque chose à en faire. Donc on a travaillé avec la volonté de le moderniser, d'en faire une ressource qui soit plus accessible, plus facile à utiliser et qui puisse être pérenne et suivre l'élève dans toute sa scolarité. Une ressource qui puisse vraiment encourager la prise en compte globale des élèves et valoriser, comme on l'a dit, les apprentissages qui sont formels, ceux qui sont faits à l'école, mais aussi ceux qui se passent en famille. Et c'est souvent ces deuxièmes apprentissages-là qui sont peu visibles et peu valorisés. Dans le cadre de ce projet, donc, qui a démarré en 2021, qui s'est tenu sur 3 années jusqu'en 2024, on a eu une première partie du projet. Donc c'est notre Vabiola 1, donc de 2021 à 2024. On a produit 3 productions intellectuelles qui fonctionnent comme un package. D'abord un guide sur lequel je vais revenir juste après, ensuite une application et également un parcours de formation pour qu'on puisse accompagner l'utilisation de cette application en ayant en tête quels sont les enjeux de ces usages, pourquoi on va l'utiliser, comment on va l'utiliser. Et cette première partie du projet a été récompensée par le label européen des langues 2025, mais aussi par le label Bonne Pratique. Donc voilà, un projet qui a été reconnu à l'échelle européenne. Aujourd'hui, le projet Vabiola, en 2025, vient de s'engager dans une deuxième phase, donc un deuxième projet, qui va s'étendre jusqu'en 2027, où notre objectif, donc il y a plusieurs objectifs. D'abord, c'est d'améliorer l'application. Donc, dans la première partie du projet, on a une application qui a été conçue, mais qui est conçue de manière itérative. C'est-à-dire qu'on a des premières fonctionnalités qui ont été proposées, qui ont été testées sur le terrain, auprès des élèves, auprès des enseignants, qui nous font des retours, et on améliore comme ça l'application, cette ressource,
qui a aussi vocation à continuer à s'améliorer pendant cette deuxième phase du projet. Donc c'est vraiment une ressource que si vous la testez, vous allez sans doute la voir évoluer progressivement d'ici l'année 2027. Elle va donc s'enrichir avec des nouvelles fonctionnalités. Notre deuxième objectif, c'était de déployer davantage l'application, qui jusqu'ici a été utilisée par pas mal de personnes, d'enseignants et d'élèves, mais notre objectif, c'était vraiment qu'elle puisse se déployer davantage à l'échelle européenne et dans une diversité de pays. D'où ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que, certes, c'est un projet européen, mais ça a vraiment vocation à être utilisé aussi en dehors de l'Europe et de l'Union européenne. Donc, on est en train de travailler sur une manière de faire connaître justement cette application et puis de fédérer les utilisateurs en proposant des actualités, en proposant des challenges qui puissent rassembler à l'échelle de tous les utilisateurs de l'application. Notre dernier axe de travail, c'est le fait d'améliorer le parcours de formation qui a été développé dans la première phase du projet pour pouvoir le développer à l'échelle européenne et surtout pour pouvoir être proposé dans la durée. Dans la première partie du projet, la session de formation, elle s'est tenue en juin 2024 et c'était une session de formation menée ponctuellement. Là, notre objectif, c'est de pouvoir développer vraiment un parcours qui puisse être proposé à plusieurs reprises et de manière délocalisée dans différents pays d'Europe. Alors, je vous propose d'entrer dans le détail des ressources qui ont été développées en vous parlant d'abord du guide. Le guide, c'est une ressource que vous allez pouvoir retrouver en consultation, téléchargement libre sur le site de Vabiola. Et c'est une ressource qui était nécessaire de faire dès le départ. C'était vraiment notre point de départ, ce travail autour du guide, puisqu'on avait besoin de faire un état des lieux des usages liés au portfolio européen des langues. On savait qu'on voulait moderniser cette ressource, mais il fallait prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui avait bien fonctionné avec le PEL, qu'est-ce qui au contraire avait limité son utilisation, et puis tâter un petit peu le terrain pour voir auprès des utilisateurs qu'est-ce que eux ils recherchaient, qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver dans une application de valorisation des langues. Donc on a commencé d'abord par faire une analyse approfondie des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe et des politiques linguistiques menées dans tous les pays partenaires du projet, donc l'Italie, la Grèce, la France, le Portugal et la Belgique, pour brosser le contexte dans lequel l'application avait vocation à se déployer. Dans un second temps, on a mené une analyse des usages du portfolio européen dans les pays partenaires pour, comme je vous le disais, identifier ses atouts et ses limites. Pour ça, on a mené des entretiens avec des personnes qui avaient utilisé le portfolio européen des langues ou bien qui avaient contribué à la rédaction de ces contenus. Et puis après ça, on a aussi mené donc une enquête auprès des enseignants, de cadres de l'éducation nationale, d'enfants et puis aussi de quelques parents sur ce projet de moderniser le portfolio européen des langues et de créer une application qui serait là pour valoriser leurs apprentissages scolaires et extrascolaires. Pour nous, c'était vraiment un temps qui était incontournable, puisque avant de procéder à l'application, notre équipe, l'équipe du projet et l'équipe de Heide, donc Heide, c'est la structure qui a développé l'application sur toute la partie technique, on avait simplement besoin de connaître et de recueillir les besoins des utilisateurs de l'application, à la fois les élèves, mais aussi plus largement ceux de la communauté éducative. Voilà. Avec les retours qu'on a obtenus sur le portfolio européen des langues, qui ont permis de faire émerger en fait le fait que c'était une ressource qui avait intéressé énormément de personnes et qui finalement avait été peu utilisée dans la durée parce qu'elle était peu pratique. Simplement, c'était des gros contenus en papier qui faisaient que c'était pas si facile d'entrer dedans, que c'était pas si facile de les conserver dans la durée. Parfois, c'était utilisé avec un enseignant, mais d'une année sur l'autre, ça se perdait. Alors que dans le portfolio européen des langues, il y avait vraiment la volonté que ce soit une ressource qui puisse être pérenne et qui puisse suivre l'évolution de l'élève pour voir comment il progresse dans ses apprentissages langagiers. Là, en pratique, ce que nous ont dit les personnes qu'on a interrogées, c'est que c'était difficile à mettre en place, et notamment parce que c'était utilisé principalement par les enseignants de langue, mais peu en dehors de ces disciplines-là. Donc c'était très cloisonné et que ça avait du mal à se déplacer en même temps que les élèves. Donc ça, c'était aussi un enjeu pour nous de pouvoir concevoir une ressource qui soit une application, qui soit agile, facile à prendre en main, qui ne demande pas justement de se plonger dans beaucoup de contenu papier pour pouvoir comprendre comment ça s'utilise, et puis une ressource surtout qui puisse suivre l'élève dans la durée, qui puisse potentiellement aussi être utilisée dans les disciplines linguistiques, mais aussi non linguistiques.
Donc c'est comme ça que petit à petit, l'application Vabiola est née. Et Vabiola App, aujourd'hui, c'est une application qui permet de collecter, de rassembler, de conserver, de valoriser et aussi d'auto-évaluer. Et on va le voir, de faire évaluer les expériences langagières des apprenants. Et avec ça, leurs compétences langagières. Alors, Vabiola, de manière très concrète, donc pour rentrer vraiment dans la ressource qui est au cœur du sujet, le point de départ de l'application, c'est toujours une expérience. Jusqu'ici, ça va peut-être vous évoquer les réseaux sociaux, tout simplement. Alors, on va voir après que Vabiola, c'est pas un réseau social, mais ça commence comme ça, on va saisir une expérience. Donc une expérience qui va être en lien avec les langues, éventuellement les cultures, une expérience linguistique ou culturelle. On va saisir une photo, on va également saisir un texte qui doit nécessairement être court. On va pouvoir ajouter, si on le souhaite, un lieu, une date, éventuellement des hashtags. Et dans un second temps, on va pouvoir y ajouter des compétences. Des compétences qui vont être en lien avec le travail linguistique qui a été mené. Et juste ici, vous voyez à l'écran, euh, donc les compétences, l'écran est en anglais, qui vont apparaître. Certaines de ces compétences vont pouvoir être proposées par une fonctionnalité d'intelligence artificielle qui va analyser la description de l'expérience qui a été faite pour dire, bah, moi je pense que tu as travaillé de la production orale de niveau A1 ou bien de l'expression écrite de niveau B2. Donc il y a cette première possibilité-là. Dans la catégorie du centre, on va aussi avoir des compétences qui sont propres à l'application, donc qui ont été rentrées par nous-mêmes, par le cadre du projet. Ça se présente comme ceci. Ce sont vraiment des compétences qui viennent du cadre européen commun de référence pour les langues et qui ont été retravaillées pendant un certain temps par l'équipe du projet pour pouvoir simplifier les descripteurs du cadre européen commun de référence pour les langues, puisque vous le connaissez certainement, il y a énormément de contenus et c'est des contenus qui sont très précieux, qui sont très adaptés et qu'on voulait conserver, mais pour autant, pour que ce soit une application justement agile, il fallait pouvoir les réduire. C'était aussi quelque chose qui avait été reproché au portfolio européen des langues, c'est qu'il y avait énormément de contenu, énormément de compétences et que c'était difficile aussi bien en tant qu'enseignant que en tant qu'élève de s'y retrouver. Donc là, on a vraiment eu cette volonté de pouvoir simplifier les compétences. Alors on retrouve toujours la production orale, la production écrite, compréhension orale, compréhension écrite, etc. dans tous les niveaux. Et en fait, l'élève va pouvoir venir sélectionner les compétences qu'il pense avoir mis en œuvre dans l'expérience qu'il est en train de décrire. Donc, par exemple, peut-être qu'il pense avoir mis en œuvre des compétences de médiation interculturelle de niveau C2. Et là, vous voyez qu'une fois qu'il sélectionne cette première partie, il va voir apparaître dessous des sous-compétences. Donc, plus en détail, est-ce qu'il a géré avec facilité et efficacité les différences socio-culturelles? Est-ce qu'il a géré des situations problématiques en respectant la diversité culturelle? Il y a différentes sous-compétences qui vont lui être proposées et il va pouvoir sélectionner celle qui est pertinente pour lui et indiquer si elle a été réalisée avec facilité ou au contraire avec davantage de difficultés. Donc ça permet d'intégrer vraiment la dimension linguistique dans ces expériences. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste poster une expérience et la décrire, on va venir analyser, donc placer vraiment l'élève en position d'acteur de ses apprentissages pour qu'il se demande qu'est-ce que j'ai mis en œuvre comme compétence. Est-ce que j'étais dans de la production orale, de la production écrite, et puis quel niveau je pense avoir. Sachant qu'on a deux possibilités. La première, c'est que ce soit l'élève qui estime lui-même les compétences qu'il a mises en œuvre. L'autre possibilité, c'est aussi que ce soit quelque chose que vous allez indiquer en leur proposant de réaliser une expérience sur telle thématique. Vous leur indiquerez qu'ils devront sélectionner la compétence de production orale niveau A1, A2 par exemple. Une fois ces expériences créées, donc on a saisi notre image, on a saisi notre texte, on a été sélectionner les compétences qu'on pense mettre en œuvre, avoir mis en œuvre, on va pouvoir solliciter une micro-reconnaissance. La micro-reconnaissance, elle va permettre d'aller valider, vérifier, certifier en quelque sorte les compétences qu'on pense avoir mises en œuvre, donc celles qu'on a indiquées. Donc ça se présente comme ceci. Quand on va réaliser notre expérience, on va pouvoir demander une micro-reconnaissance. Celle-ci, elle va pouvoir être envoyée à la fois à des personnes qui sont sur l'application, donc qui ont un compte sur l'application. Ça peut être par exemple vous en tant qu'enseignant,
mais on va aussi pouvoir la solliciter à des personnes qui sont en dehors de l'application sans que ça nécessite de créer un compte. Donc les personnes en dehors de l'application qui peuvent être sollicitées, c'est les familles typiquement, et c'est une fonctionnalité qui nous tenait beaucoup à cœur et qui va vraiment permettre de renforcer la coéducation, qui faisait partie des enjeux du projet, puisqu'on va pouvoir aller demander, est-ce que cet élève, est-ce que moi en tant qu'élève, j'ai bien mis en œuvre des compétences de production orale niveau A2 en Bambara. C'est comme ça qu'on va pouvoir mobiliser des langues qui ne sont pas forcément maîtrisées au sein de l'école, que l'école n'a pas vocation à enseigner, et qui vont pouvoir quand même trouver une place et être valorisées avec ce type de micro-reconnaissance, de micro-certification. Donc vous voyez à l'écran comment ça se présente. L'élève va devoir rédiger un petit texte pour expliquer la compétence qu'il pense avoir mis en œuvre. La personne à qui il l'a envoyé va pouvoir recevoir une requête qui se présente comme ceci. Vous recevez une demande de micro-certification. Les compétences qui sont indiquées ont été mises en œuvre ou infirmées, et vous pouvez aussi modifier, corriger le niveau qui a été indiqué. C'est ce que vous voyez sur l'image de droite. Vous avez une fonctionnalité révision des compétences. Donc vous pouvez indiquer si celles qui sont indiquées ont bien été mises en œuvre, mais aussi à quel niveau ça correspond. Vous pouvez également ajouter un commentaire, et ça va vraiment permettre Oui, alors d'enseignants. effectivement, on a des micro-coupures. Je crois que on a peut-être un souci de connexion. Ah mince, Voilà, et ben c'est revenu. Donc c'est revenu. peut-être, est-ce que tu peux peut-être revenir un tout petit peu en arrière pour Ah oui, réexpliquer mince, alors à quel les. moment ça s'est arrêté? Bah là, en fait, voilà, demander à la micro-reconnaissance. À ce moment-là, c'est bien si tu peux juste reprendre les Ok, éléments essentiels parce qu'il y a eu des petites coupures au niveau du son. très Merci. bien. Alors, donc une fois que les expériences ont été proposées, comme je le disais, on va pouvoir demander une micro-reconnaissance. Peut-être je vais me répéter, vous faites ce qui a déjà été dit ou entendu. Ces micro-reconnaissances, elles vont pouvoir être sollicitées par l'élève à deux types de personnes. Soit des personnes qui sont déjà sur l'application, donc des utilisateurs de l'application, qui peuvent être des camarades de classe, mais qui peuvent être aussi et avant tout vous, les enseignants qui les encadrez dans l'utilisation de l'application. Ça, c'est un premier type de personnes, les utilisateurs. D'un autre côté, on va avoir des utilisateurs qui sont en dehors de l'application. Et là, typiquement, ce sont les familles qui vont pouvoir être mobilisées pour pouvoir attester de compétences mises en œuvre par les élèves dans des langues familiales que l'école n'a pas vocation à enseigner et que vous-même, en tant qu'enseignant, potentiellement, vous ne maîtrisez pas. Si vous avez une élève qui indique avoir mis en œuvre des compétences en expression écrite en écrivant des textos en tamoul dans sa langue familiale, et bien même si elle vous donne un exemple dans son expérience, certainement que vous ne pourrez pas valider ou non sa compétence. Mais elle va pouvoir l'envoyer à une personne de sa famille, par exemple, qui va pouvoir dire si oui ou non elle a en effet mis en œuvre ces compétences-là. Donc ça se présente comme vous le voyez à l'écran. L'élève va devoir écrire un petit message pour dire voilà, je pense avoir mis en œuvre telle compétence. Il envoie la demande que vous recevez de cette manière-là. Donc vous recevez un message dans votre boîte mail de l'élève qui vous demande de valider ou non sa compétence. Et vous accédez comme ça à un tableau de bord qui va vous permettre non seulement d'attester si oui ou non les compétences ont été mises en œuvre, mais aussi et surtout de pouvoir les corriger et les ajuster. Donc dans le tableau que vous voyez, la révision de compétences, vous avez la liste des compétences que l'élève a indiquées qu'il pense avoir mises en œuvre. Et vous pouvez indiquer si effectivement c'est bien du niveau A1, A2, B1, B2. Vous pouvez modifier ça. Et vous pouvez aussi indiquer si c'était plutôt du niveau débutant, confirmé, expert. Vous pouvez également lui rédiger un petit commentaire, donc un feedback sur sa micro-reconnaissance. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qui permet, alors d'une part, de renforcer la coéducation, le lien avec les familles, le fait que les langues familiales puissent être valorisées, puissent trouver une place dans le parcours de l'élève, alors que jusqu'ici, comme c'est des langues qui ne sont pas maîtrisées en général par les enseignants et c'est normal,
C'est des langues dont on ne pouvait pas forcément faire grand-chose. Ici, on va pouvoir extérioriser la validation pour pouvoir donner une place à ces compétences-là et les valoriser. L'autre élément qui est intéressant, c'est que les élèves vont être placés en position d'acteurs et actrices de leurs apprentissages, puisqu'ils vont devoir réfléchir aux compétences qui ont été mises en œuvre. Pour vous, ça permet aussi à l'application Vabiola de devenir un outil à la fois d'auto-évaluation pour l'élève, mais aussi d'évaluation pour vous. Vous pouvez vous baser sur des devoirs de création d'expériences pour pouvoir ensuite les valider, les corriger, et l'élève va ensuite avoir des expériences qui apparaissent dans son compte comme micro-reconnues. Donc il y a un petit macaron, et ce qui est intéressant, c'est que on va avoir, hop, comme ici, vous voyez le petit macaron qui apparaît sur l'expérience, et on a aussi sur le tableau de bord de l'élève des statistiques qui lui indiquent combien d'expériences il a créées, combien de chroniques il a créées, je vais parler des chroniques juste après, et combien de compétences ont été micro-reconnues. Alors là, j'en ai 0, mais en réalité, je vous assure, j'en ai plein. Et ça permet de créer une sorte de gamification, de ludification, où on peut faire des challenges et essayer d'avoir le plus d'expériences, de chroniques créées, et surtout de compétences qui sont micro-reconnues. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres coupures et que je repars en arrière à certains moments. Pour l'instant, tout va bien. C'est mieux, on me reçoit, super. Oui, oui. Alors, et je poursuis. À partir des expériences, on va pouvoir créer des chroniques. Donc le vocabulaire va rester assez simple, vous allez voir. Les deux éléments centraux, c'est les expériences et les chroniques. Avec plusieurs expériences, on va rassembler plusieurs expériences pour créer des chroniques qui peuvent prendre différentes formes. Vous voyez les gabarits là à droite de l'écran. On a différents modèles qui vont permettre de mettre en avant des compétences, des aspects différents. On a un modèle qui est chronologique, donc qui va valoriser, mettre en avant la dimension chronologique des expériences. On en a certains, comme celui que vous voyez là, qui sont en forme de carte. Et donc là, on va davantage mettre le focus sur la localisation. Et l'élève va pouvoir choisir des expériences qu'il veut rassembler entre elles, donc qui ont un rapport, qui ont une cohérence, qu'il va parfois devoir chercher, pour les rassembler dans une chronique, choisir un modèle qui est le plus pertinent pour ce qu'il veut présenter dans sa chronique. Et vous avez ici différents exemples de ce à quoi ça ressemble une fois que la chronique est créée. Quand on rassemble 6 chroniques, on peut ensuite générer un PDF. Donc là, c'est les images des PDF que vous voyez à l'écran. Ce format PDF, il est intéressant parce que il va pouvoir voyager, être téléchargé, faire l'objet d'un affichage, d'un rendu. C'est un format assez institutionnel qui est intéressant pour pouvoir rassembler des expériences individuelles dans quelque chose qui présente bien, tout simplement. À gauche de l'écran, vous avez une chronique qui a été créée par les partenaires grecs du projet. Et dans cette activité, les élèves ont dû travailler en groupe pour imaginer la biographie langagière d'Ulysse à partir du récit de l'Odyssée, et donc un récit dans lequel il voyage d'endroit en endroit. Et les élèves vont comme ça chercher ont essayé d'imaginer dans chaque île quelles étaient les langues qu'Ulysse avait pu croiser, comment il avait pu les apprendre, s'il les avait appris juste un tout petit peu, quelques notions, ou si au contraire il y avait passé du temps et il avait sans doute développé des compétences plus importantes. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que les élèves ont fait un travail en amont, un travail de recherche, un travail aussi d'écriture créative finalement pour imaginer les compétences mises en œuvre, et puis ensuite de synthétisation pour rentrer les différentes étapes. Tout ce que vous voyez là, les 3 éléments qu'on a à droite et les 3 éléments qu'on a à gauche, en fait ce sont des expériences, donc ce qu'on vient de voir juste avant, qui sont ici rassemblées dans un seul format. Donc les élèves collaborent, choisissent les informations qui leur semblent essentielles, et ensuite elles peuvent être rassemblées dans une fiche qui peut être utilisée comme rendu de devoir, par exemple. Au centre, vous avez un deuxième exemple de chronique, là dans un usage différent, où c'est un élève qui a raconté les différentes étapes de son apprentissage d'une langue, le coréen. Alors, c'est la fonctionnalité carte qui a été choisie, donc on voit que les deux centres, ce sont la France et la Corée. Il raconte dans cette chronique que au tout début, il a découvert le coréen quand il était enfant, à travers les dramas et les animés. Et puis progressivement, il fait des voyages linguistiques, il prend l'option en coréen dans sa structure. Et en fait, il utilise à la fin le document que vous voyez ici, qui est généré, comme un document qu'il va présenter pour candidater à un programme en coréen. Donc c'est aussi intéressant au niveau lycée
quand les élèves vont pouvoir faire des candidatures pour l'éducation, l'enseignement supérieur ou pour faire des mobilités. Ça va permettre de valoriser les différentes expériences qu'ils ont eues en lien avec une langue et de créer un document comme ça institutionnel d'un projet européen pour pouvoir le faire circuler. À droite, on a un autre exemple où là, on a utilisé l'application Vabiola pour valider, pour évaluer les compétences langagières des élèves dans une langue que l'école a vocation d'enseigner, ici l'anglais. Donc les élèves ont à chaque fois fait des activités, des exercices en classe, qu'ils ont ensuite photographiés tout au long du semestre. Donc par exemple, un exercice de compléter une fiche de renseignement, se présenter, faire son portrait, faire son arbre généalogique. À chaque fois, l'élève prend une photo de l'activité qu'il a réalisée, la décrit un petit peu, ça peut se faire en français ou bien ça peut se faire dans la langue cible, et à la fin, il rassemble ces exercices, ces activités qui ont été faites dans une chronique. Et finalement, avec cette chronique, il atteste qu'il a bel et bien le niveau A1 en anglais en production écrite, puisque en regardant les différentes expériences qui ont été menées, les différentes activités, eh bien, on se rend compte que oui, ce niveau, il est validé, il est atteint. Et on pourrait même aller plus loin en ayant chaque expérience qui serait micro-reconnue, donc avec la micro-certification. Et à la fin, on a notre chronique qui atteste du niveau de compétence. Et ça, c'est intéressant, encore une fois, pour avoir quelque chose de valorisant pour l'élève et une dimension ludique. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un petit diplôme, une fois qu'on a atteint le niveau, on a notre feuille, on a notre chronique, et au fur et à mesure des apprentissages, on va en avoir de plus en plus, puisqu'on peut avoir le niveau A1 en production écrite, et puis après en production orale, en expression écrite, etc. On va gagner des niveaux. Et ça va vraiment suivre l'élève qui aura la possibilité dans son profil de revenir en arrière, de voir les premières expériences langagières qu'il avait saisies, avec peut-être des niveaux plus petits, et donc d'avoir rassemblé dans un même endroit toute son évolution, sa progression langagière. L'autre format qui est proposé, et là vous allez voir, on s'arrête, on a les expériences, les chroniques et le portrait. Le portrait, c'est la fonctionnalité qui permet, comme pour les chroniques, de rassembler des expériences dans un format qui en fait se veut être une sorte de biographie langagière. En complétant son portrait, l'élève va pouvoir choisir 4 expériences linguistiques, 4 moments interculturels, parmi toutes les expériences qu'il a saisies sur l'application, pour donner à voir son portrait, sa biographie langagière. Il va pouvoir indiquer quelles sont les langues qu'il parle, alors quelle langue qu'il parle un petit peu, qu'il parle beaucoup, des compétences langagières qu'il a à disposition, une phrase qu'il aime bien pour personnaliser un petit peu ce portrait, et puis des mots pour se définir. Et ça permet d'avoir à la fois quelque chose qui tend vers la biographie langagière, mais aussi qui peut s'apparenter à un CV, et encore une fois, de télécharger ce format au format PDF, et d'avoir un document institutionnel, un document qui est issu d'un projet européen, qui peut ensuite circuler quand l'élève va demander un stage, va faire une candidature pour les études supérieures. Il va pouvoir attester ici, dans un format court, d'expériences qu'il a vraiment mises en œuvre et qui peuvent être, encore une fois, micro-certifiées, donc avec le petit macaron. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'application Vabiola n'était pas un réseau social, puisque pour des questions de RGPD, donc de protection des données, c'était important pour nous que ce soit un ensemble fermé et protégé. Donc ce qui se passe, c'est que sur l'application Vabiola, on ne doit pas pouvoir réagir aux expériences, aux chroniques qui sont partagées par d'autres personnes. On va pouvoir les regarder, mais c'est tout. Il n'y a pas d'interaction possible et il n'y a pas de fonctionnalité qui permet d'entrer en contact, d'avoir un chat par exemple, ou d'avoir le mail ou recevoir des informations d'une autre personne qui est inscrite sur l'application. Donc c'est vraiment cloisonné par compte et par groupe. Et ça nous permet de protéger les données des élèves. Donc vous voyez ici que quand les élèves vont publier leurs expériences ou leurs chroniques, ils vont pouvoir choisir à combien de personnes en fait ils veulent partager l'expérience. Ils peuvent soit la garder en privé, donc dans ce cas-là, ça va apparaître uniquement sur leur profil, c'est pour eux, ça ne sera visible par personne d'autre sur l'application. Ils peuvent aussi choisir de le partager avec le groupe. Donc le groupe, ça va être par exemple le groupe classe. Donc, vous allez créer un groupe dans lequel vous avez tous les élèves de la classe, et dans ce cas-là, il peut les partager à vous et aux personnes qui font partie du groupe. Et il peut bien sûr être dans plusieurs groupes, donc il va pouvoir sélectionner le groupe pertinent. S'il est dans un groupe de sa classe d'espagnol, et puis dans un autre groupe pour sa classe d'anglais, par exemple, eh bien, il va pouvoir choisir auprès de qui il veut partager son expérience.
Il y a une dernière possibilité, c'est celle de la partager publiquement. Donc dans ce cas-là, ce sera visible par tous les utilisateurs de l'application, mais encore une fois, sans la possibilité de réagir, de commenter ou de partager. Ça nous permet vraiment de moduler la visibilité des contenus et de faire en sorte que l'élève puisse aussi bien tout garder pour lui et avoir son petit journal personnel de l'évolution de ses compétences, mais aussi pouvoir mettre en place des activités de groupe, des rendus d'exercices, d'activités qui vont se faire à l'intérieur du groupe classe, tout en étant protégés. Alors pour créer un groupe, justement, comment ça se passe? Aujourd'hui, l'application, toujours pour ces questions de RGPD, on ne peut pas s'inscrire dessus spontanément. Nous, on va vraiment contrôler les personnes qui s'inscrivent. Pour rejoindre Vabiola App, vous allez avoir besoin de vous inscrire, vous, en tant qu'enseignant, comme gestionnaire de groupe. Et pour ça, on va avoir besoin de vérifier que vous êtes bien un enseignant, un encadrant, et pas voilà, n'importe qui entre sur l'application. Donc ça se fait assez rapidement, assez facilement. Sur notre site Vabiola, on a un petit formulaire d'inscription, qui est celui que vous voyez à l'écran, à compléter en indiquant voilà, où vous travaillez, est-ce que vous êtes enseignant, responsable d'établissement, dans quel contexte vous enseignez. Saisir votre mail académique, qui nous permet aussi de vérifier si vous êtes bien enseignant. Expliquer éventuellement quelles sont vos motivations, donc pourquoi vous rejoignez le projet, comment vous l'avez connu. Et ensuite, nous, dans la foulée, on va pouvoir valider votre compte de gestionnaire de groupe. Et c'est seulement une fois que vous avez votre statut de gestionnaire de groupe que vous allez pouvoir inviter vos élèves à rejoindre l'application. Donc vraiment, en fait, on ne peut pas rejoindre l'application juste par curiosité en ayant entendu parler. On a ce processus de vérification pour être sûr que ça reste RGPD et que toutes les données qui sont à l'intérieur soient protégées. Une fois que vous avez votre statut de gestionnaire de groupe, vous allez pouvoir créer un groupe. Donc, vous voyez que c'est la colonne qui est juste ici. Vous allez cliquer sur créer un groupe et tout simplement, vous pourrez saisir les adresses mail de vos élèves qui recevront ensuite une invitation sur laquelle ils vont cliquer et qui leur permettra de créer leur compte. On nous a déjà demandé plusieurs fois comment faire quand les élèves n'avaient pas d'adresse mail. Ce qui est possible, c'est d'utiliser des sites internet qui permettent de générer des adresses mail temporaires. Donc ça vous permet juste d'activer le lien. Les élèves vont créer ensuite un compte sur l'application et par la suite, ils n'auront pas besoin de réutiliser leur adresse mail, ils auront les identifiants propres à l'application. Donc ça, c'est une possibilité. Et vous pouvez aussi générer, au moment de créer un groupe, un QR code que les élèves vont tout simplement scanner pour pouvoir rejoindre le groupe. Comme ça, vous aurez ensuite votre espace, donc l'espace de la classe, avec tous vos élèves. Et à l'intérieur du fil d'actualité qui correspond à votre groupe, vous verrez apparaître les expériences, les chroniques qui sont produites par vos élèves. Vous ne verrez pas celles qui sont produites dans d'autres groupes dont ils pourraient faire partie, ni les expériences qu'ils publieront en mode privé, qui resteront donc pour eux. Voilà, donc là, je vous le mets à l'écran et on pourra le mettre également dans le chat, le QR code pour rejoindre l'application Vabiola pour accéder à ce formulaire d'inscription. Et je vous montre également un site support qui va être intéressant. Donc, c'est notre site vabiola.org où vous allez retrouver toutes les ressources dont on a parlé, à la fois le guide qui a permis d'avoir une base de réflexion sur qu'est-ce qu'on voulait dans ce portfolio européen des langues, qu'est-ce qu'au contraire on ne voulait plus dans l'application, voir aussi quelles sont les suggestions qui ont été faites par les personnes interrogées sur les fonctionnalités qu'ils souhaitaient retrouver dans cette application. Vous allez aussi retrouver, vous le voyez en bas, un kit pédagogique. Donc, c'est une petite séquence d'activités qui peut être utilisée pour introduire l'application Vabiola. C'est une suite d'activités sur l'éveil aux langues qui vont amener à réfléchir qu'est-ce qu'on sait des langues, qu'est-ce qu'on sait de la diversité linguistique, qu'est-ce qu'on sait nous-mêmes des langues qu'on parle, comment on se positionne dans notre paysage linguistique. Donc, c'est une ressource qui est intéressante à proposer avant d'entrer dans l'application Vabiola pour commencer à réfléchir, à amorcer la réflexion sur les biographies langagières. Sur l'image de droite, vous voyez qu'on a aussi une fonctionnalité sur le site qui permet d'aller regarder des exemples de chroniques qui ont été produites par des élèves, des enseignants. Et donc, ça permet de s'inspirer, de trouver un peu d'inspiration sur comment est-ce que je peux utiliser Vabiola. On a vu ensemble 3 exemples de l'utilisation d'un élève pour lui-même en rassemblant des expériences en vue d'avoir un document qu'il va utiliser pour une candidature, par exemple. On a vu une fonctionnalité qui, là, part plutôt de l'enseignant, où on va demander à l'élève de poster
des expériences qui témoignent de son niveau de compétence, qui permettent de valider un niveau de compétence langagière. Vous voyez ici qu'on peut aussi faire son portrait, créer une activité brise-glace, présenter les étapes d'apprentissage d'une langue. Donc vous allez pouvoir vous balader sur cette page-là qui permet de filtrer par discipline. Donc il y a des disciplines linguistiques, mais il y a aussi des disciplines non linguistiques. Filtrer également par tranche d'âge et voilà, d'avoir un aperçu comme ça des possibilités, sachant que c'est une page du site qui est collaborative, qui a vraiment vocation à continuer de s'enrichir. Donc, si vous-même par la suite vous concevez des chroniques, n'hésitez pas à nous les partager, en étant bien sûr que vous avez les droits de le partager pour qu'on reste dans ces questions de RGPD. Voilà, donc vabiola.org, c'est le lieu où vous allez retrouver toutes les ressources et les actualités du projet Vabiola. Et un autre site qui va pouvoir vous intéresser, c'est un site cette fois-ci support, donc qui n'est pas sur vabiola.org, mais que vous pouvez accéder, auquel vous pouvez accéder depuis vabiola.org. C'est la plateforme sur laquelle on va avoir tous les supports techniques pour utiliser l'application. Alors, support technique, c'est peut-être un grand mot. En fait, ce sont des vidéos, des petites fiches tuto qui permettent de comprendre facilement comment on s'inscrit sur l'application, comment on fait pour créer sa première expérience. On a des partages d'expériences d'utilisateurs et puis des petits documents qui peuvent être partagés aux parents pour qu'eux aussi comprennent rapidement ce dont il est question avec cette application. Si vous êtes amené à l'utiliser en classe, si les élèves vont avoir besoin de créer un compte, voilà, ça peut être bien d'avoir des supports qui vont vous permettre d'expliquer ce que c'est que cette application, à quoi elle sert aux parents. Et donc ça, c'est des ressources que vous allez retrouver sur ce site distinct qui lui aussi a vocation à s'enrichir, à s'améliorer avec des nouveaux pas à pas, des vidéos tutos pour que ce soit le plus simple possible d'utiliser l'application. Encore une fois, avec cette idée que vous voulez créer une application qui soit facile d'utilisation, agile, dans laquelle on entre facilement et qu'on prend aussi facilement en main. Et dans les premières sessions de test qu'on a mises en place, finalement, les adolescents et même les enfants, à partir du CM2, prennent très très facilement en main cette application, là où les adultes peuvent parfois avoir besoin d'un petit peu plus de temps, mais ça reste une ressource sur laquelle il y a au final assez peu de fonctionnalités, donc les usages sont assez simples et bien dirigés. On va d'abord faire une expérience et avec nos expériences, on les rassemble pour faire soit des chroniques, soit des portraits. Et après, vous, en tant que gestionnaire de groupe, vous avez juste le côté un petit peu plus administrateur, où vous allez pouvoir créer, rassembler vos groupes et regarder les contenus qui sont partagés. Éventuellement, demander, valider des micro-reconnaissances, des micro-certifications. Alors, si vous souhaitez suivre l'actualité du projet, justement, voir les nouvelles fonctionnalités, puisque, comme je le disais, ce projet qui a redémarré en 2025 va s'étendre jusqu'en 2027, donc il y a beaucoup de nouveautés qui vont pouvoir s'ajouter. Vous avez une page LinkedIn que vous pouvez suivre et puis également une newsletter qu'on envoie 2 fois par an avec à la fois les nouvelles fonctionnalités de l'application, des challenges qui sont proposés pour pouvoir justement créer, créer et fédérer la communauté Vabiola autour de challenges communs qui permettent dans différentes écoles de différents pays de travailler sur une thématique commune et ensuite de voir toutes les chroniques qui ont été créées dans les différents établissements. Voilà, donc c'est 2 ressources qui vont vous permettre de continuer à être informé des actualités et de l'évolution du projet. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de coupures et que j'ai été claire dans cet exercice à parler seule devant mon écran. Je vais arrêter le partage pour voir s'il y a eu des questions. Et Oui. n'hésitez pas s'il y a eu des coupures justement et qu'il y a des parties sur lesquelles je peux revenir. Bah, merci beaucoup, Lali, pour cette présentation très claire, voilà, très intéressant, pas mal de remarques, voilà, justement, de marques d'intérêt par rapport à ce projet. Quelques questions aussi, bah, au niveau des coupures, il y en a eu un petit peu un petit moment, mais après, on t'entendait bien. Donc, quelques questions que je vais donc t'adresser oralement. Alors, je vais commencer par une question un peu spécifique. Attendez, je prends mes notes. Alors, une question de Marie à propos des 3 modèles de chronique. Hein, tu as parlé des différents types de Oui, chroniques. Alors, il y avait chronologique, localisation et alors il y a chronologique, il y a chronologique. donc voilà, chronologique, il y a par localisation. On a aussi une fonctionnalité, bah, si c'est ça, donc la carte, la localisation. On a aussi une fonctionnalité où c'est au format paysage. Donc ça peut aussi être un aspect plus chronologique. Et un format qui s'appelle rapport, où tout simplement on va avoir les expériences alignées les unes à côté des autres.
Donc c'est un petit peu à tester, sachant qu'on peut tout à fait créer nos expériences et au moment de les mettre en page au format PDF, tester les différents formats pour voir celui qui rend le mieux à la fois esthétiquement et par rapport aux objectifs, à ce que montre la chronique. Donc ça veut dire que là-dessus aussi, vous pouvez soit en tant qu'enseignant vraiment guider ce choix et dire vous allez choisir tel modèle, soit laisser les élèves libres de choisir leur format. Et donc ce format, il va aussi influencer la manière dont leur travail est présenté. Là aussi, ils sont comme ça placés en tant qu'acteurs de leurs apprentissages pour se dire bah, qu'est-ce qui va mieux rendre compte de ce dont je suis en train de parler, ce que je suis en train de présenter. Et parmi les nouvelles fonctionnalités de 2025 à 2027, l'objectif, c'est aussi d'ajouter de nouveaux formats pour ces chroniques. Donc, il devrait y en avoir de nouveaux qui rejoignent l'application prochainement. Ok, merci. Alors, je vais dérouler les différentes questions. Alors, il y a à la fois des questions par rapport au public et puis par rapport Oui. à des questions un peu techniques sur le fait de pouvoir s'inscrire à la plateforme. Alors, déjà, première question, quand est-ce que, c'est Elisa hein, qui nous demande, quand est-ce que nous pourrons commencer à l'utiliser? Alors, comment y accéder? Ça, tu en as parlé, mais voilà. Alors, Quand? elle est maintenant. Et depuis en fait la fin du projet, donc depuis 2023-2024, on commence à la tester et là elle est complètement fonctionnelle. Donc vous pouvez maintenant en live et puis juste après cette présentation aller compléter ce formulaire d'inscription. Et ensuite, nous, on vous valide l'inscription dans la foulée. Vous pouvez utiliser l'application Vapiola. Elle est déjà disponible. Donc au contraire, n'hésitez pas. Il n'y a pas d'attente. Voilà. Et peut-être, est-ce que vous pouvez confirmer, donc, c'est une application qui est disponible sur mobile ou seulement Alors, sur site internet? oui, c'est une très bonne question. Effectivement, nous, on l'appelle application. Et c'est finalement pas une application que vous allez pouvoir télécharger, c'est une application ordinateur. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une page web. C'est une web app, pour utiliser les termes techniques. C'est une web app, donc vous pouvez l'utiliser depuis un ordinateur, depuis une tablette et depuis un smartphone, sans avoir besoin de télécharger une application comme on peut le faire avec les applications classiques. D'accord. Et est-ce qu'il y a une évolution vers le mobile qui est prévue? Alors, on avait une application mobile dans la première partie du projet, mais finalement, ça posait quelques difficultés d'usage en fonction des pays, qui étaient parfois bloqués au niveau de l'installation ou non. Donc maintenant, on est passé sur ce format web app qui n'empêche pas de, vous savez, créer un raccourci depuis un smartphone ou une tablette pour que ça apparaisse bien sur l'écran d'accueil, qui est juste à cliquer dessus. Mais ensuite, on arrive vraiment sur un navigateur. Ok. Merci. Alors maintenant, plutôt une question sur les questions par rapport au mail d'inscription. On a un collègue ou une collègue voilà, qui nous demande est-ce qu'il faut une adresse email professionnelle? Et puis, dans le même ordre d'idée, le fait de ne pas avoir d'adresse email académique, est-ce que ça pose un problème? Alors, si vous nous expliquez voilà, à quel établissement vous vous rattachez, l'objectif pour nous, c'est de nous assurer qu'on n'est pas n'importe qui s'inscrive sur l'application. Globalement, les personnes qui arrivent jusqu'au formulaire d'inscription sont des personnes comme vous qui ont été sensibilisées, à qui on a présenté l'application. Si vous n'avez pas d'adresse institutionnelle, c'est pas rédhibitoire. Quand il y en a une, ça nous permet de vérifier plus rapidement que effectivement vous êtes bien rattaché à un établissement. Mais vous pouvez préciser dans le petit texte, la description, que vous n'en avez pas ou que vous ne pouvez pas l'utiliser. Et ça ne devrait pas être bloquant. D'accord. Et dans le même ordre d'idée, est-ce que le statut freelance indépendant de professeur de FLE serait accepté pour pouvoir s'inscrire? Oui, bien sûr. Et au contraire, le contexte de cours de FLE serait très intéressant. C'est vrai que nous, notre cible principale avec ce projet, c'est plutôt les élèves, donc de l'école élémentaire de 6 ans à 18 ans, quand ils sont dans leur parcours scolaire. Sachant qu'avec les plus petits, on est dans un usage un petit peu différent, qui va être souvent quelque chose plutôt de groupe, ou alors qui se fait avec les familles, ou alors l'enseignant va utiliser l'application pour voilà, partager ce qui a été fait en classe. C'est plutôt à partir du collège, donc à partir de 10-11 ans, que les élèves vont pouvoir avoir un usage en autonomie, en classe ou à la maison. Euh, et donc, je me suis perdue dans la question. Oui, c'était pour savoir si les professeurs Oui, de FLE indépendants absolument. étaient acceptés. Mais effectivement, au-delà, que ce soit aussi bien des étudiants de langue ou des apprenants qui sont en train d'apprendre le français langue étrangère, ça va être tout aussi intéressant. Surtout dans un contexte où ils peuvent réutiliser les chroniques et les portraits qui sont créés en contexte professionnel pour faire des candidatures. Voilà, ça leur permet d'avoir un document propre, institutionnel, qui met en avant
des compétences réelles, potentiellement micro-certifiées. Donc oui. D'accord. Alors, une question à laquelle il y a déjà eu une réponse au tout début du webinaire, mais je pense que c'est effectivement important de le rappeler parce qu'on a pas mal de collègues de plein de pays, de tous les continents. Est-ce que le site est disponible aussi pour les enseignants ressortissants des pays de l'Europe orientale? Et j'élargis la question en fait aux pays non européens. Oui, alors oui, tout à fait. Donc le site c'est fabiola.org, donc ça a vraiment vocation à être utilisé en Europe, mais pas que. Peut-être le seul élément, c'est que le site il est traduit dans les langues du projet, donc l'italien, l'anglais, le portugais, le néerlandais et le grec. Potentiellement, vous n'allez pas le retrouver dans la langue locale du pays, mais si vous êtes ici, c'est certainement que vous parlez le français, donc vous aurez la version en français. Il est accessible de partout, c'est seulement la langue de navigation du site qui peut éventuellement manquer dans la langue du pays en question. D'accord. Alors maintenant, plutôt des questions autour des publics. Euh, Pensez-vous que Babiola App peut être utile dans les cours de FLE ou d'alpha pour adultes? Alors, bon, peut-être de reprendre un peu cette question qui a déjà été un peu Ouais. abordée. Alors, alphabétisation, il faut voir vraiment avec vos apprenants dans quelle mesure ils sont à l'aise avec les usages numériques aussi. Ça peut être intéressant. Et donc, pourquoi pas, ça dépend de leur degré d'aise avec à la fois l'écriture, puisqu'il faut quand même, avec chaque photo, écrire un texte. Donc, ça va quand même demander d'être entré dans le langage et dans la forme écrite. Ensuite, pour des apprenants de FLE, oui, complètement, même si c'est des adultes. Et au contraire, ça va être vraiment intéressant. Ok. Bon, il y avait un peu alors c'est pas tout à fait les mêmes publics, mais voilà, est-ce que ça s'est adapté aussi à l'université avec des étudiants qui sont dans un DU de français public réfugié? Oui, absolument. Vraiment, je pense qu'en contexte universitaire, ça peut être intéressant pour valoriser d'autant plus leur apprentissage. Et puis, comme je disais, terminer avec des supports qui peuvent valoriser, qui peuvent envoyer, joindre à des candidatures, par exemple. Et puis, des élèves, des étudiants qui font des échanges Erasmus, des mobilités internationales. Ça peut aussi être une bonne ressource pour valoriser, consigner toutes les expériences qu'ils vont faire pendant cet échange et ensuite avoir un document qui rend compte de ce qu'ils ont mené, de ce qu'ils ont acquis pendant cet échange. Ok, très bien. Alors, on va aborder maintenant des questions un peu techniques sur l'utilisation de l'application, peut-être des demandes de précision. Euh, Alors, comment formuler ça? Voilà. Tout d'abord, alors je prends les questions un peu dans le désordre, mais j'essaye de leur donner une cohérence. Est-ce que le site est facile à utiliser ou Mhm. est-ce que ça nécessaire, pardon, est-ce que ça nécessite une formation? Quelle astuce pouvez-vous nous donner pour impliquer rapidement les élèves dans le projet? Oui. Alors, comme je le disais, je pense que l'application, donc la web app, le site, est très facilement pris en main par les élèves qui bien souvent ont l'habitude des réseaux sociaux type TikTok, Instagram. Finalement, ça reprend un petit peu le même principe. On va avoir une image, une vidéo et puis un texte qu'on va y associer. Finalement, quand on arrive sur le menu de l'application, il n'y a pas énormément de fonctionnalités. Donc très facilement, ils vont se diriger vers le bon endroit et faire les premières expériences, puis les premières chroniques. Ce qui peut vous aider à faciliter la prise en main, c'est les ressources qui sont sur le site support dont j'ai parlé tout à la fin. Donc les petites vidéos tuto, vous pouvez éventuellement faire pas à pas avec les élèves en ayant la vidéo tuto en fond. Et après, on organise chaque année là pour le projet des temps d'ateliers de prise en main. Donc là, au mois de mai, le 8 mai 2026, le 8 mai, en mai 2026, on va avoir un webinaire qui sera porté par notre partenaire grec. Et pendant ce webinaire, on va proposer un atelier de prise en main. Il y en aura un en français, un en grec et un en anglais. Et là, vraiment, on entre dans le détail de la prise en main de l'application. Ici, on était plutôt sur une présentation générale du projet, des différentes ressources. Mais dans ces ateliers-là, on vous propose de faire ensemble la création de votre compte, faire vos premières expériences, vos premières chroniques, pour que vous puissiez vraiment prendre en main l'application et être ensuite en mesure de la présenter aux élèves. Mais vraiment, ce qu'on constate, c'est plutôt que c'est effectivement nous adultes qui avons besoin d'un petit peu plus de temps pour les prendre en main que les élèves eux-mêmes.
D'accord. Alors là, je remets ma casquette IF prof et pour dire qu'on serait très intéressé justement d'avoir des publications en fait pour nous tenir au courant et tenir les membres Oui, de la communauté IF prof justement de ces ateliers de prise en main. bah, Donc avec voilà, plaisir. de façon à entretenir aussi le projet de ce côté-là. Oui, et d'ailleurs, on l'avait fait pour le dernier webinaire qui s'est tenu là au mois d'octobre. Donc, on en fait un par année, 2025, 2026, 2027. Et on a beaucoup de participants qui sont venus d'IF Prof. Donc, il y en a peut-être même parmi vous qui ont aussi assisté à cet atelier de prise en main, je ne sais pas. Mais on pourra complètement le partager sur IF Prof, ce sera intéressant. Très bien. Une question sur le statut de gestionnaire de groupe. Est-ce qu'il permet d'avoir combien de classes et combien de personnes par groupe? Enfin non, pardon, il n'y avait pas est-ce que dans la question. C'est est-ce que c'est le statut de gestionnaire permet d'avoir combien de classes et combien de personnes par groupe? Et est-ce qu'on peut effacer les groupes facilement par la suite ou est-ce qu'ils sont archivés? Euh, alors, vous pouvez avoir, je vais vous répondre honnêtement, je ne sais pas s'il y a une limite de compte. À ma connaissance, on peut en avoir vraiment, vraiment beaucoup parce que moi-même, j'en ai beaucoup. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de comptes et beaucoup de groupes et beaucoup de comptes à l'intérieur. Il se peut qu'il y ait une limite. Il faudrait que je vérifie. Et est-ce qu'on peut les supprimer ou les archiver facilement? Je pense que ça se fait assez facilement. D'accord, merci. Euh, cette application, elle est accessible seulement si le professeur ou l'institution est partie prenante. Est-ce qu'un étudiant ou un lycéen peut accéder à l'appli si son professeur ou son institution n'est pas inscrite? Bah, il faudrait vraiment qu'il y ait une personne enseignante qui fasse la demande. On peut éventuellement envisager qu'il puisse le demander et que lui, dans sa demande, il indique qu'il est étudiant et qu'il souhaite l'utiliser pour son usage personnel. Ce qu'on veut éviter, c'est que les élèves vraiment mineurs puissent s'inscrire sur l'application en dehors de tout cadre scolaire. Après, si c'est des personnes qui sont majeures mais qui ne sont pas elles-mêmes enseignantes, ça peut s'envisager et s'indiquer dans la demande. D'accord. Merci. Je crois que la plupart des questions ont été répondues. Je prends quelques secondes pour regarder. Peut-être qu'il y en a qui sont apparus entre-temps. Une question qui nous est posée. Pouvons-nous créer un élève fictif pour tester l'appli? Oui, bien sûr, vous pouvez créer un nouveau groupe et puis mettre une adresse. Alors, il vous faudra une adresse mail par contre, donc une adresse mail de votre choix, et ça vous permet de voir le processus d'inscription. Comme ça, voilà, quand vous le proposerez à vos élèves, bah, vous savez exactement quelles sont les étapes, comment ça se présente, et voilà, vous pouvez tout à fait faire ça, et puis par la suite supprimer ou non le compte fictif que vous avez créé. D'accord. Je regarde maintenant dans l'onglet discussion. Je vois qu'il y a quelques questions. Ah, question d'Anna, complètement d'ordre, enfin, d'actualité. Êtes-vous certaine que les apprenants ne se servent pas du GPT, du chat GPT, en composant leur chronique? Alors, en fait, le seul endroit où ils vont pouvoir utiliser ChatGPT, c'est au moment de décrire leur expérience. Donc, dans leur partie texte, ils peuvent éventuellement dire à ChatGPT, voilà, j'ai fait telle expérience, rédige-moi un texte de moins de 150 caractères, et ensuite copier-coller ce texte dans la description. Ça, éventuellement, c'est une possibilité. Par contre, bon, j'allais dire la photo, ils pourront pas la modifier, mais en fait, si, ils pourraient aussi générer une image avec ChatGPT. Sur les compétences et sur le choix des expériences qu'ils vont mettre dans leur chronique, là, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui peut être utilisée dans l'application. Donc, voilà, dans certaines parties du processus, oui, peut-être, mais en tout cas, pour créer les chroniques, non, ce sera forcément des expériences qu'ils choisissent eux-mêmes. D'accord, parfait. Ben, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions, sauf si... une petite question technique. Je viens, alors, il y a plusieurs personnes hein, qui se sont inscrites en direct. Et parmi elles, Clélia nous demande, voilà, je viens de m'inscrire à partir du QR code que vous avez présenté. On a accepté mon inscription sans me faire remplir de formulaire. Est-ce que c'est normal? Alors, je pense que là, on a des personnes qui sont du projet Vabiola que j'ai prévenu du webinaire, de leur dire qu'on allait avoir peut-être plusieurs inscriptions.
Donc, je pense que c'est parce qu'ils sont sur le coup et qu'ils valident directement les inscriptions. Super, quelle réactivité. Mais voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions de contenu. Je reboucle donc pour bien confirmer que l'enregistrement sera mis à disposition à partir de demain, je pense. Les participants donc, de ce webinaire, vous allez recevoir un email vous indiquant donc que le replay est disponible. Je vais doubler, moi, avec une publication sur IF Prof pour informer les personnes qui n'ont pas pu participer que l'enregistrement est bien disponible. Et dans cette publication, je redonnerai tous les liens qui ont été communiqués par Lali pendant sa présentation. Donc voilà, vous aurez bien tout à disposition. Donc quand vous cliquerez sur la publication, vous aurez tout en un. Et j'indiquerai aussi, parce qu'il y avait une question à ce sujet à laquelle j'ai oublié de répondre, sur d'autres outils, notamment autour du portfolio européen des langues. Donc j'ai répondu dans l'onglet de discussion. En fait, j'ai remis l'adresse du Conseil de l'Europe, en fait, puisque c'est sur ce site que se trouvent tous les outils du Conseil de l'Europe, dont le portfolio européen des langues, qui se décline lui-même entre voilà, passeport pour les langues, portfolio, etc. Donc il y a plusieurs outils qui sont mis à disposition avec des modèles. Voilà, que vous pouvez utiliser ou que les étudiants peuvent utiliser, et aussi les liens concernant le projet Vabiola également. Voilà, donc je redonnerai aussi peut-être ça dans la publication, ça donnera un éclairage de contexte encore plus large. Et puis oui, donc il y a bien des attestations qui sont envoyées automatiquement par la plateforme à la fin du webinaire, sachant que voilà, ces attestations, elles sont envoyées automatiquement et on ne peut pas changer les noms. Je vous le dis parce qu'on a déjà eu des demandes et malheureusement, ça n'est pas possible pour nous. Par contre, vous pouvez modifier dans votre profil le nom que vous souhaitez avoir sur votre attestation pour la prochaine fois. Voilà. Un grand merci à Lali Vb, responsable de ressources pédagogiques à l'association Doulala, de nous avoir présenté cette application Vabiola. Merci à Super vous. intéressant, super projet, voilà, qui permet de reconnaître donc les compétences multilingues des apprenants acquises dans le contexte scolaire ou extrascolaire, justement, toutes ces langues et toutes ces compétences qui sont pas toujours bien valorisées, ou en tout cas pas autant qu'elles devraient l'être, qui sont acquises voilà, dans le cadre de la famille, de l'environnement, du voisinage, de voyages scolaires, d'amitié, autres. Voilà. Donc, un bel outil, facile à utiliser, concret aussi pour les apprenants, et c'est ça qui est utile. Moi, c'est ce que je retiendrai en particulier de cette appli, c'est que voilà, c'est quelque chose de concret, d'utile, dont les apprenants, les élèves, les étudiants sont acteurs, et puis voilà, qui peut agir comme un levier de motivation pour l'apprentissage des langues étrangères également. Voilà, donc merci beaucoup pour cette présentation. C'est le dernier webinaire 2025. Pour ma part, je vous retrouve en 2026, en janvier. Le 14 janvier, on aura un webinaire sur les métiers du français langue étrangère et la polyvalence des métiers du français langue étrangère, donc une autre thématique pour ouvrir l'année. Un grand merci encore à Lali VB pour cette présentation. Et puis, bah, j'espère que vous vous emparerez de cette belle application et de ce beau projet. Voilà, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Et puis, Au revoir. bonne journée. Ah oui, bonne journée pour les collègues qui nous suivent depuis l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Et bonne soirée aux collègues qui nous suivent depuis l'Asie, puisque aussi loin que l'Indonésie, nous avons eu des participants aujourd'hui. Donc, merci à vous pour votre implication et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.